Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des arts martiaux. Aujourd'hui, on va parler de boxe française et on est avec un invité qui est un fin connaisseur de l'histoire et de la pratique de la boxe française. Bonsoir tout le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour les auditeurs parce que c'est la première fois que tu apparais sur la chaîne. Donc présente-toi, ta profession, ce que tu fais dans la boxe française et dans les arts martiaux français. Ok, alors bon, Alaric ou Capitaine France, ce sont des pseudos. Hein. Alors si parmi tes abonnés, il y en a qui suivent ma chaîne, les arts martiaux français, je suis le Capitaine France, je suis l'incarnation contemporaine. Après, mon vrai prénom, c'est Romain. Ouais. Je travaille dans le bâtiment, je suis électricien et à côté de ça, je donne des cours d'arts martiaux français. Alors avant, c'était de la savate boxe française, c'était la version sportive. Et en 2015, j'ai basculé du côté obscur de la force, puisque je suis rentré dans le côté traditionnel en abandonnant toute forme de sportivité, si je puis dire. Et je suis tombé amoureux des traditions martiales françaises dès 2009-2010. Et effectivement, quand on se lance dans ce chemin, faire demi-tour, c'est très compliqué et j'ai pas réussi, forcément. Actuellement, je suis en formation sportive pour avoir un CQP complémentaire, en plus de mon CQP de savate. Donc, je suis diplômé et reconnu par l'État en tant que moniteur de savate. Ouais. Et là, avec ce nouveau CQP, je serai ce qu'ils appellent un animateur en jeu sportif et jeu d'opposition, ce qui me permettra de pouvoir présenter tout type de jeu d'opposition, mais tout ce qui... Du coup, il n'y a aucune limite, moi, par rapport à la pratique des arts martiaux français. Alors, il faut aussi que tu précises une chose, c'est que tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu es actif, très actif même, oui. Plus que moi. Et tu fais des lives assez régulièrement. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, c'est quoi le sujet de ta chaîne YouTube? De quoi tu parles exactement? Le but, c'était de permettre aux gens d'avoir accès à la connaissance qui se trouve dans les livres, dans les sources primaires, hein, qui sont souvent écrits en français ancien ou un français assez technique qu'on a du mal à comprendre si on n'est pas un peu exercé. Et donc moi le but c'était vraiment de permettre aux gens d'avoir accès à ce contenu par le son et l'image, puisque c'est le média le plus, pour moi je pense, qui est le plus populaire actuellement, et par le biais de des petites vidéos explicatives, techniques et pratiques. Okay. Et petit à petit, je me suis un petit peu diversifié, tout ça, et arrivé finalement jusqu'au fameux live, ce que j'appelle les radio captains, plutôt sous la forme d'une mini-conférence en direct, où il y a un sujet bien précis que j'essaye de décortiquer. Alors, et là, par contre, ça ne traite pas que des arts martiaux français, ça traite un peu en général. Des fois, on fait un peu quelques détours dans des sujets qui n'ont pas un lien direct avec les arts martiaux, mais qui reviennent toujours d'une manière ou d'une autre. Ok. Et toujours pareil, moi, mon objectif principal, c'est de permettre à des gens qui n'ont aucune connaissance d'avoir un avant-goût, de mettre le premier pied à l'étrier. Ok, très bien. Alors, on va présenter le sujet du jour, qui est justement les arts martiaux français, en particulier la boxe française, mais on va aussi essayer de traiter un peu les arts martiaux français dans leur ensemble, c'est-à-dire essayer de voir comment s'imbriquent ensemble les arts martiaux français, les différentes méthodes, la lutte, la boxe française, les méthodes de Khan, d'escrime, etc. Donc les néophytes sont... Là, c'est vraiment une vidéo pour les néophytes. Ils sont pas forcément au courant de la nébuleuse de styles, de méthodes qui constituent les arts martiaux français. Va falloir s'accrocher parce que... Il y a du boulot. On va essayer de faire simple, mais c'est pas très simple, c'est assez complexe. C'est pas simple. Alors, on va revenir sur les principes fondamentaux. Donc, on va commencer par parler de la boxe française, qui est la chose la plus connue pour les gens qui s'intéressent un petit peu aux arts martiaux, aux sports de combat. Est-ce que tu peux définir en quelques mots ce qu'est la boxe française, à la fois historiquement et sportivement? Alors, déjà, je vais commencer par complexifier la chose. C'est qu'il va falloir différencier la boxe française que j'appelle traditionnelle avec la boxe française sportive ou la savate sportive, qui est contemporaine, qui a été créée dans les années 70-80, qui elle a une vision purement sportive, et ça va pas plus loin. Tandis que la boxe française traditionnelle, il y a une vision qui est beaucoup plus tournée sur l'utilité qu'on pourrait en avoir, qui pourrait être, ce qu'on pourrait utiliser dans un contexte de rue, dans ce qu'on appelle une affaire sérieuse. Et du coup, on va dire la finalité n'est pas du tout la même. S'il y en a une, le but final, entre guillemets, ce serait de devenir champion du monde. Pour l'autre, la finalité, c'est de survivre. Et donc, déjà, l'approche pédagogique va pas être la même. Les outils, même les gants en eux-mêmes, ne vont pas tout à fait être les mêmes. Et puis, il n'y aura pas d'interdit en comparaison de la savate sportive, où il y a des techniques interdites, tout simplement parce que sinon, il n'y aurait pas des morts, mais... il y aurait des blessures assez régulièrement, ouais. Il y aurait des grosses blessures, ouais.
Et tandis que dans l'aspect boxe française traditionnelle, la finalité quand même c'est de pas manger le pavé. Donc soit on fuit, soit on se défend ardemment. D'accord. Avec des techniques qui font mal. Et donc ces deux méthodes, est-ce qu'elles sont distinguées au sein des clubs ou est-ce que ce sont distinguées historiquement, progressivement ? Alors, de mémoire, l'aspect sportif compétitif apparaît quand même déjà au 19e siècle, à la fin du 19e, puisqu'il y a des championnats, un peu tout ça. Mais on va dire que c'est une option dans la pratique. Il n'y a pas une volonté farouche de pousser des gens à monter sur un ring. C'est une option. À partir de... clairement, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une volonté farouche de vouloir faire un peu comme fait la boxe anglaise. Ça existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale, mais là c'est encore plus. Où c'est ce qu'on appelle la boxe combative ou la boxe sportive qui vraiment pousse pour que ça se développe par le moyen du sport et pas par le côté traditionnel académique entre guillemets et alors ça me permet d'intervenir. On peut aussi revenir un petit peu en arrière et expliquer pour les néophytes ce que c'est qu'une académie. La plupart des gens qui pratiquent des sports de combat ou des arts martiaux de nos jours, ils ont l'habitude soit de dojo, soit de salles de sport type gymnase de boxe anglaise ou gymnase de boxe française. Ils n'ont pas tout à fait l'habitude du terme académie. Est-ce que tu pourrais expliquer les différences entre une académie et une salle de boxe ? Ouais. Alors là aussi, là on rejoint par contre la forme originale des arts martiaux français, hein. C'est-à-dire qu'un professeur n'est pas professeur que de boxe. La boxe c'est peut-être 10% de son savoir total. En fait, on va pas au dojo à l'époque, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. C'est très très rare et il n'y a pas la place pour ça. Et donc du coup, on va dans une salle d'armes. Et là, qu'est-ce qu'on va apprendre ? On va apprendre la lutte, on va apprendre la boxe, on va apprendre l'escrime, toutes les escrimes possibles et imaginables. On a même retrouvé des règlements du 18e siècle, règlements du 18e siècle, où il y a toute une liste complète que le maître d'armes connaît et de ce qu'il peut enseigner. Et il y a tout. Enfin, tout ce qu'on pourrait désirer, la personne savait le faire. Et bien voilà, la méthode française, c'est ça, c'est d'être capable en fait d'avoir une polytechnicité, une polyvalence dans le maniement, que ce soit sans frappe ou avec frappe, main armée, main nue. Et en plus de ça, le tout, il y a un très fort aspect de culture physique, d'entretien du corps et d'amélioration des capacités de la personne, qu'elles soient morales, intellectuelles ou physiques. Ok, donc si je comprends bien, pour résumer, pour les gens qui sont vraiment très très néophytes et qui mettent un pied dans les arts martiaux français, c'est des méthodes qui sont apparues avec justement ces salles d'armes, ces maîtres d'armes, et qui progressivement se sont sportivisées au tournant entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors le gros problème, ça a été vraiment la saignée de 14, puisque et pour moi le meilleur exemple, c'est c'est notamment sur la méthode Charlemagne, il y avait énormément de professeurs. Par exemple, maître Casterès. Donc, avant-guerre, on le voit faire des photos avec son fils qui est là pour prendre la relève. Donc, Casterès, c'est un type, même s'il vous loupe, vous avez les vertèbres qui bougent, quoi. Tellement il est bien. Ouais, je mettrai une photo au montage. Ouais, il est assez trapu, assez costaud. Ouais. Voilà, il est charpenté, on va dire. Et son fils prenait la ligne, il prenait la même route, quoi. Bon, mais malheureusement, son fils meurt en 1916 et c'est fini. La lignée est morte. Et ça va être ça pour des milliers et des milliers de professeurs ou de maîtres d'armes. Et en fait, on va avoir une véritable. C'est un carnage, un véritable carnage de connaissances et de compétences où les arts martiaux français vont vraiment avoir du mal à s'en remettre entre deux guerres. Donc leur survie va passer par une certaine forme de sportivisation, et notamment l'escrime olympique, parce qu'à la base, l'escrime olympique, c'est l'escrime de duel, c'est fait pour tuer à la base. Et ça s'est sportivisé, ça a pris le même chemin que la boxe française au final. Et on en arrive à quelque chose dont la finalité n'a plus rien à voir. Et je pense qu'à l'époque, c'est ce qu'ils pensaient qui pouvait être le mieux, quoi. Mais on ne peut pas leur jeter la pierre. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a eu une rupture de transmission, pas une rupture complète, mais une rupture qui a endommagé la transmission de savoir au tournant de la Première Guerre mondiale. Totalement. On n'arrive pas encore
à estimer vraiment la perte que ça a pu engendrer, ce carnage. Hein. Encore, voilà, on est plus de 100 ans plus tard, et on n'est pas capable encore d'estimer la perte des compétences qu'il y a eu, quoi. C'est vraiment... Finalement, il n'y aurait pas eu la première guerre mondiale où elle aurait duré que 4 mois. Je pense, les arts asiatiques n'auraient jamais eu leur place en Europe. À ce point-là ? Ouais. Parce qu'en 1905-1906, il y a eu une grosse publicité avec, tu connais très bien le Jiu-Jitsu. Il y a eu une grosse publicité, puis il y a eu un gros échec aussi. Oui, notamment quand Régnier se fait exploser le nez publiquement. Parce que Régnier, donc, c'était un Français qui essayait lui aussi de rendre populaire le Jiu-Jitsu en France. Il faisait des spectacles en disant, voilà, je suis imbattable, qui que ce soit dans la salle, il monte sur la scène et je lui mets une raclée. Et sauf qu'il est tombé sur un lutteur qui a respecté les règles, donc pas de frappe ni rien, quoi. Par contre, dans les règles, il n'y avait pas écrit pas de coup de tête, quoi. Ouais. Donc il lui a mis un coup de tête. Ouais, je me rappelle de l'article, ouais. Donc Régnier a pris un formidable coup de tête, il s'est fait vraiment exploser la tête dans le sens radical du terme, et c'était fini. Après, il y a eu d'autres démos avec des Japonais qui étaient venus et ça finissait dans une espèce de pugilat qui n'était pas du tout adapté à la vision française du spectacle de combat. Oui, justement, je crois que c'est ce que tu allais expliquer. Il faut remonter un peu en avant et il faut montrer que la méthode française, c'est avant tout une méthode d'enseignement qui doit permettre... c'est un peu le proverbe anglais ou latin, mens sana in corpore sano, c'est-à-dire c'est une méthode avant tout d'enseignement, de formation du corps et de l'esprit. Ce qui est très différent de la méthode anglaise qui était plutôt une méthode de combat brute, on va dire comme ça. Oui, c'est là où on voit la vision anglaise et la vision française, c'est vraiment c'est très différencié là, à ce niveau-là, la façon d'enseigner. Mais même par rapport au spectacle et au jeu d'argent vis-à-vis des combats pariés, en France, ça a toujours été très très mal vu. Le duel en France, ça a quand même une notion plutôt d'honneur. On parle pas d'argent. Si on veut faire de l'argent, on parie sur des courses, on parie sur des jeux de cartes, mais on parie pas sur du combat. C'est pas dans les... à part peut-être dans les lieux malfamés, mais dans la haute, et même dans l'ambiance générale, ce que j'en ai compris en tout cas, c'est pas trop bien vu. Ce qu'il faut dire du coup, c'est qu'il y a une véritable différenciation économique entre la boxe anglaise, par exemple, et la boxe française. La boxe anglaise s'est beaucoup développée grâce à l'économie qui tournait autour des combats. C'est-à-dire, par exemple, les paris, c'était comme des chevaux de course, les boxeurs, à une certaine époque. C'était même comme des footballeurs, là. Ouais, l'argent a toujours fait partie de la boxe anglaise et a été un des moteurs de son développement. Alors, pour la boxe française, c'est très différent. Pas du tout. Et c'est pour ça que la boxe française n'a jamais marché, même la version sportive. C'est malheureux de le dire parce que y a des gens qui s'entraînent et qui souffrent pour devenir des champions d'Europe, des champions de France ou des champions du monde. Oui, ils ont une visibilité même aujourd'hui, alors que c'est quand même, on est dans l'ère des sports qui est très faible par rapport à d'autres disciplines de combat. Alors déjà dans le monde, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, mais en France c'est encore pire. Ils n'en ont rien à faire. Quand est-ce que tu as vu sur France 3 ou TF1 un résumé des championnats d'Europe, des championnats de France de savate, quoi? Jamais. Alors que le judo ou le karaté ou même la boxe anglaise, ça arrive régulièrement qu'il y ait des articles ou des... Bien sûr. Bon. Même le chess boxing, ils en parlent. Bon alors, pour revenir un peu dans le sujet, on va revenir un peu en arrière et expliquer un petit peu pour les gens. Donc, la boxe française, c'est avant tout une méthode d'enseignement complète qui réunit plusieurs arts martiaux, donc à la fois le maniement des armes, la lutte, la boxe, etc., et qui doit se faire une méthode de formation avant tout du corps et de l'esprit. C'est un peu la méthode du gentleman, c'est-à-dire qu'il doit être formé physiquement aussi bien qu'intellectuellement. Oui, il y a une petite chose qu'on n'a pas dit maintenant, c'est ce dont il faut parler en premier en réalité, c'est les origines de la boxe française. Alors il y a beaucoup de légendes urbaines, communes, qu'on connaît tous, c'est les chaussons marseillais, c'est les gens qui combattaient sur les bateaux, etc. Alors j'ai lu plusieurs articles qui débattaient de cette question et qui la mettaient un peu à défaut. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, totalement même. C'est une fable. Oh, d'accord. Comme ça, c'est clair. Même le livre de Jean-François Loucher. Ah bah, attends, bouge pas. Voilà, c'est celui-là. Ben voilà. Qui est très bien, hein, mais même si nous ne sommes pas forcément tous historiens dans l'amicale des arts martiaux français, ça n'empêche pas qu'on fait des recherches, nous aussi. Et on a trouvé des pistes beaucoup plus sérieuses que l'histoire des brigands de Paris, quoi. Ouais. Beaucoup plus sérieuses. Okay. On a 2 pistes maintenant.
Et donc ces pistes remontent à quelles années pour nos auditeurs? C'est quelles années à peu près? Ça remonte pour l'une ça pourrait peut-être remonter. Enfin, et encore, je m'avance, mais voilà, c'est pour donner une idée. Ça remonte à partir du moment où il y a un gars qui transportait des choses sur son dos qui avaient de la valeur et qui devait se défendre. Voilà, c'est ce qu'on appelait les crocheteurs ou les porteurs d'eau. Et alors ça, c'est la piste civile. Et la piste militaire, elle remonte, je pense, au moins Louis XV. Ah oui, Louis XV carrément? Ouais, okay. Mais le mot est le même, mais ce qui se passe n'est pas pareil. Donc je vais essayer de développer très rapidement. Donc pour faire un tableau résumé, avant de vraiment rentrer dans le fond du sujet, on est certain qu'il y avait des méthodes de chaussons, de savates, de proto-boxe française, si on peut l'appeler comme ça, au 18e. Ouais, ça on le sait. Ça on le sait. Donc au moment de la Révolution française, on a des traces de salles d'armes ou d'académies, etc. Par rapport à l'époque, c'est plutôt mal vu. Mais parce qu'il faut vraiment comprendre l'origine sociale du truc en fait. Sur la piste civile, on a trouvé dans Gallica, hein, je pense que tu connais Gallica. Ouais. On a trouvé des textes, et c'est surtout Superfab qui a trouvé, c'est pas moi, c'est surtout lui, des textes qui expliquent que les crocheteurs pour se défendre utilisent leurs pieds. Alors, qu'est-ce que c'est un crocheteur déjà? On se pose la question, donc on cherche. Et un crocheteur, c'est le dernier maillon de transport de marchandises pour livrer en ville. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui porte de lourdes charges sur son dos à l'aide de crochets et de cordes et qui a les bras pris. Et donc du coup, cette personne devait créer des convoitises par rapport à ce qu'il transportait. Et donc pour se défendre, dans ce texte, il expliquait que ces crocheteurs donnaient des coups de pied avec leurs chaussures ferrées pour se défendre. Bon là, c'est une bonne piste ça quand même. La piste militaire, là on a trouvé ça, toujours pareil sur Gallica, une occurrence sur le tribunal des soldats. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le tribunal des soldats? C'est une tradition non officielle et non reconnue par l'armée, mais que l'armée laisse faire. Après chaque bataille, surtout si elle est gagnée, quand elle est perdue c'est plus compliqué, mais quand elle est gagnée, il y a un tribunal qui se met en place pour juger les soldats qui n'ont pas fait preuve de bravoure. Okay. Donc il y a une culture dans l'armée française à ce moment-là de punir les couards. Et on les punit en les faisant passer à la savate. Alors on a plusieurs descriptions, ça se complète plus ou moins, mais en gros la personne qui est reconnue comme avoir manqué de courage est punie entre 20 et 50 coups de savate. Alors ça peut être du coup de pied, donc les autres soldats de sa compagnie avec leurs chaussures lui tapent dans les jambes et dans les fesses. Donc la savate à l'époque, c'est du cuir bouilli, clouté, ferré. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser pour les gens, c'est pas la savate telle qu'on l'entend maintenant, quoi. Non, c'est pas une pantoufle, quoi. Ouais. C'est quelque chose, c'est un soulier de guerre. Hein. C'est un peu moins dur que le sabot, mais c'est pas mou. Et l'autre façon de faire, c'est que y a les punisseurs, hein, ils tiennent une savate, ils tiennent la chaussure par le côté des orteils, et avec le talon, qui là aussi est clouté, tape le condamné, pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Et après, en plus de ça, vous avez des châtiments qui continuent dans le temps, dans sa carrière militaire. Il ne peut pas rejoindre des groupes d'honneur, enfin, il ne peut pas rejoindre les grenadiers, tout ça. Parce que celui qui est passé à la savate ne pourra jamais rejoindre une garde d'honneur ou des régiments prestigieux. C'est fini. Sa carrière, elle est terminée. Donc, malgré que l'armée en elle-même, en tant qu'institution, ne reconnaît pas cette pratique, il y a quand même, dans la culture militaire, une trace de ça. Oui, ça reste quand même. Donc, du coup, ça explique certains comportements incompréhensibles à nous, Français d'aujourd'hui, quand on voit des régiments qui préfèrent mourir sur place plutôt que de se replier. C'est parce qu'il y a cette culture qui est ancrée très profondément. Est-ce qu'il y a eu du coup de cette pratique militaire une codification technique qui s'est mise petit à petit, ou de cette pratique des marchands qui se faisaient attaquer? Alors, pour ma part, maintenant on rentre dans l'hypothèse, clairement de l'hypothèse. Et je me suis dit, essayons de comprendre quelle peut être la vie sur un bivouac militaire. Et des soldats, ils sont autour du feu le soir ou dans la journée, tout ça. Bon, les Français, que ce soit l'armée royale, l'armée républicaine ou l'armée impériale, ils aiment se battre. Ouais. On a des preuves, on a des milliers de preuves où il y a des duels qui éclatent pour un mauvais regard, ou juste un gars qui cherche la bagarre, il la cherche, quoi. Il la cherche vraiment. Donc on se dit, là, du coup, donner un coup de pied en passant, ou essayer du jeu, de s'amuser à passer l'autre à la savate, de là, il peut n'être qu'une forme
des techniques plus ou moins qui vont marcher, d'esquive ou pas, parce que là aussi on n'est pas dans une logique d'encaissement au niveau des coups de pied, parce que on n'encaisse pas une chaussure cloutée. Oui. On l'encaisse pas. Je peux vous le dire, non, vous le faites une fois, la deuxième vous partez en courant. Donc on pense que de décennie en décennie, voilà, il y a une culture du jeu de la savate qui est née comme ça, et pour pas se faire mal, ils ont créé le chausson. Et pourquoi est-ce que mon hypothèse, je pense qu'elle est pas trop fausse. L'armée, quand elle intègre finalement la boxe française dans son entraînement, elle le codifie très strictement sous forme de chausson. C'est-à-dire que c'est interdit, strictement interdit, de tirer, donc de faire des assauts avec les chaussures de guerre. Il faut le faire en espadrille. Ok. Pourquoi ? Pour pas se faire mal. Et donc ça, on en a des traces à partir de quelle période ? Ah oui, ça c'est écrit en long, en large, en travers, dans les règlements militaires. Il y a des témoignages, voilà. Même il y a des photos d'époque, sur les photos sous la Troisième République. On voit les soldats en caserne, quand ils tirent, il faut bien regarder les photos, tu regarderas, c'est des espadrilles. Ok, donc Troisième République, pour les gens, il faut expliquer que c'est plutôt les années 1880, 1890 ? Voilà. 1871 jusqu'à 1940. Je suppose qu'après la défaite de 1870, il y a dû avoir un petit temps d'adaptation avant de reprendre ce genre de pratique, non ? Parce qu'il y a eu la commune, pas tant que ça ? Pas du tout. Non, pas du tout. Même ils ont renforcé le truc. Ah ouais ? Cette capacité de l'état-major français a toujours déversé ses fautes sur la troupe. Ouais, donc, ça, ouais. Plutôt que de dire, bon, on a une stratégie nulle à chier, ils ont dit, non, c'est la faute des soldats, ils étaient mal entraînés, donc on va plus les entraîner encore. Ah, d'ailleurs, ça permet d'évoquer un point important, c'est le bataillon de Joinville. C'est Napoléon III qui met en place l'école normale de gymnastique à Joinville, en remerciement pour le soutien que lui a donné l'armée quand il a pris le pouvoir. Mais c'était dans les cartons depuis un moment. Alors j'ai fait une série de vidéos là-dessus, sur l'histoire de Joinville. Ouais. On voit que la genèse, elle commence déjà sous le Premier Empire. Il y a déjà une volonté de développer la qualité de vie des gens par la gymnastique et par le développement moral. C'est très très vieux, cette histoire en France de permettre aux gens d'être mieux. Donc, vraiment, à la fin du 19e, on a une convergence des forces qui va. De toute façon, ça se voit dans les pays étrangers, parce que tout le monde reprend la méthode de Joinville. Oui, et puis en plus, ce qu'il faut dire, c'est que à Joinville, donc si on parle de Joinville, pour les néophytes qui connaissent rien du tout à l'histoire de la boxe française ou des arts martiaux français, c'est parce que, comme c'est un centre d'entraînement militaire, les militaires, par définition, s'entraînent aux armes, mais s'entraînent aussi à différentes méthodes de lutte, de boxe, etc. Et à Joinville, ça a été un lieu important pour les méthodes de combat à main nue et armée, évidemment. Il y a en particulier une méthode qui a fait succès à Joinville, c'est la méthode des 4 côtés, avec la répétition des techniques. Ça ressemble un peu au kata de karaté, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus pour dire que non, Joinville n'a pas inspiré les kata de karaté. Bon, enfin. Alors là aussi, c'est très ancien, la méthode sur 4 faces. Puisque là aussi Superfab a fait un très bon boulot par rapport à la canne normande, et il a retrouvé des textes d'officiers français sous le Premier Empire qui se sont retrouvés au Canada, au Québec plus exactement, et qui donc enseignaient la méthode de la canne normande sur 4 faces. D'accord. Donc là on est sous le Premier Empire. Et puis plus tôt on remonte, et là on va dans le manuel de Pache. Donc c'est pas un français, c'est un hollandais mais qui a écrit en français sur le maniement du bâton à 2 bouts. Donc c'est un bâton avec 2 bouts ferrés, c'est un instrument utilisé notamment par les forestiers, et on est sur une méthode à 4 faces. Que ce soit clair, la méthode à 4 faces n'a aucun lien avec les katas japonais. Oui, il faut préciser un peu, ouais. On va dire, je suis d'accord pour dire que c'est pas nous qui avons, c'est pas l'armée française qui a amené la méthode à 4 faces au Japon en 1870. Mais aussi, il faut accepter le fait que la méthode de 4 faces est très vieille en France, bien avant qu'il y ait de forts liens qui se fassent entre la France et le Japon. Alors, voilà. Pour en revenir à la boxe française, donc on a parlé un petit peu de Joinville qui a été le creuset
de l'entraînement des militaires en boxe française en particulier, mais aussi à certains arts martiaux français, par exemple l'escrime. L'escrime de pointe, l'escrime au sabre, le bâton, la canne. Alors voilà, ce qu'il faut préciser, c'est que, évidemment, parmi les méthodes qu'enseignaient les militaires et qu'apprenaient les militaires, il y a différents types d'escrime. Quand on dit l'escrime en général, en fait, ça regroupe tout un tas de méthodes qui sont parfois des méthodes issues de méthodes régionales, et parfois des méthodes qui sont plutôt pratiquées au sein de l'armée ou des cercles militaires, des méthodes de maniement de la baïonnette par exemple. Donc il faut préciser que quand on dit escrime, nous de nos jours on entend escrime olympique sur une ligne avec le fleuret, et puis bon, c'est pas tout à fait ça quoi. En vérité, et là je vais expliquer aussi parce que souvent on en a fait le reproche quand je parle d'arts martiaux français, on me fait le reproche, oui non mais c'est pas arts martiaux, c'est asiatique, c'est pas français. Je dis oui, mais si j'emploie les vrais mots, on me comprendra pas. Normalement, je devrais parler de culture des armes et je devrais dire les escrimes à la française. En fait, ma chaîne, j'aurais dû l'appeler les escrimes à la française. Mais là... oui, parce que le terme d'escrime regroupe aussi les méthodes à main nue en France. Oui, bien sûr. Mais, oui, tu dis bien sûr, mais personne ne le sait. Mais personne ne le sait, mais c'est incroyable. On est dans un monde de fous. C'est-à-dire que les Français d'aujourd'hui ne sont absolument pas au courant de la tradition martiale de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Roger Lafont était instructeur à Joinville avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, donc Superfab a pu avoir des cours avec lui, donc il y a une dizaine d'années de ça. Mais je veux dire, c'est pas vieux quoi, c'est les grands-parents. Le combat au corps à corps, tout ça, on n'a pas attendu le close combat anglais pour apprendre le combat au corps à corps. Le premier traité militaire de combat au corps à corps, il est français, il n'est pas anglais. C'est justement pour ça que je t'ai invité sur ma chaîne, ça fait partie d'une culture martiale qui est riche, mais qui est méconnue. Les gens ne connaissent pas. Elle est méconnue, elle est méprisée. Ce qu'il faut dire, c'est que les autres méthodes ont réussi leur coup, historiquement parlant, pour le dire simplement. Au XXe siècle, au début du XXe siècle, arrive le Jiu-Jitsu, avec Régnier et puis ses successeurs. Et ils ont fait une très grosse campagne de propagande pour dire que le Jiu-Jitsu était supérieur à la boxe française. Oui. À la boxe française, aux arts martiaux français. Bon, Régnier, il a gagné 2-3 combats, après il s'est fait éclater, on connaît la suite. Mais tous les autres arts martiaux qui sont arrivés progressivement en France ont refait cette même propagande. Après le Jiu-Jitsu, il y a le judo, qui s'est vanté de pouvoir mettre au sol n'importe qui. Après le judo, il y a eu le karaté, même chose, les karatékas se sentaient supérieurs aux judokas qui eux-mêmes se sentaient supérieurs. Après le karaté, il y a eu la boxe américaine, donc c'est du karaté full contact en réalité, puis la boxe thaï, puis le MMA, enfin on n'en finit pas. Et tous ont fait leur beurre en faisant cette propagande de dire on est supérieur à ce que vous connaissez déjà. Parce que il faut attirer du monde, sinon les gens ils vont faire ce qu'ils connaissent déjà. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Régnier, à la base, c'était un lutteur de lutte européenne et de lutte française, de lutte, ce qu'on appelle aujourd'hui la gréco-romaine, c'était un lutteur de gréco-romaine. Ceux qui ont lancé le judo en France, c'était aussi des lutteurs. Oui, puisque le judo faisait partie de la Fédération française de lutte à l'origine. Le karaté avec Henri Play, Henri Play, son père était professeur de boxe française et il a commencé avec la boxe française. Le karaté d'Henri Play, je pense pas qu'il soit pur jus japonais. Non, d'ailleurs, moi je suis plutôt spécialisé dans le karaté. Au début, Henri Play, avant qu'il ait les instructeurs japonais qui vraiment arrivent pour enseigner en France, il faisait du karaté à peu près, quoi. Ça ressemblait un peu plus à de la baston de rue et de la boxe française et avec des mouvements un peu copiés sur les japonais. Bon, mais enfin, c'est à mon avis, tout ça pour dire que effectivement, notre méconnaissance de nous, grand public, des arts martiaux français, des méthodes de l'escrime à la française, c'est dû en partie à cet élément historique qui est la propagande des autres méthodes qui se font concurrence. Et toujours dans un dénigrement franco-français qui est quand même assez effroyable. Par exemple, l'affaire Régnier-Dubois, ce fameux combat du Jiu-Jitsu contre la boxe française, où déjà il n'y a eu qu'un combat. Il n'y a jamais eu de revanche. Je trouve ça étonnant. Et puis quand on creuse, et puis on s'aperçoit que en fait cette histoire, c'est l'histoire d'un trio qui cherche à faire un peu de fric. Vous avez Régnier, vous avez Dubois, son adversaire, et puis vous avez Desbonnets. Ouais. Ces trois lascars, ils sont copains comme cochons. Oui. Leur but, c'est de faire du fric. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter une histoire d'un combat du siècle, boxe française contre Jiu-Jitsu. Dubois, c'est pas n'importe qui en termes, c'est un vrai martialiste. C'est une personne qui pèse quoi, ouais. Quand même, dans le jeu. Et il se fait couillonner d'une façon, c'est incroyable quoi. Parce que c'était pipoté. Oui, et surtout, alors il faut présenter le troisième larron, parce que Desbonnets,
Je crois que personne n'a autant fait de pub de toute l'histoire de l'univers pour des trucs, pour des méthodes de musculation naturelle ou pour. Ah oui, c'est un professionnel de la com. Ouais, il a inventé la communication. Tous les appareils de musculation que vous voyez, toutes les pubs sont pratiquement des copies conformes de pubs pour des appareils de débonné. En plus, ces méthodes sont intéressantes. Hein. C'est pas non plus un escroc. Mais en termes de com, ce mec-là était très très fort. Et donc du coup, on se retrouve, on se retrouve sur un acte de com. Parce que franchement, même aujourd'hui, on va prendre le MMA. Ou même la boxe anglaise. Par exemple, on prend Tyson Fury contre Deontay Wilder. Ils en sont à combien de combats? 3 ou 4? Alors comment, à l'époque, ils en font qu'un et au bout d'un combat, c'est acté, quoi. C'est fini. C'est ad vitam aeternam. Le jiu-jitsu sera toujours supérieur à la boxe française sur un combat. Et puis c'est fini, quoi. Ouais, surtout, faut voir les combattants parce que bon, c'était pas non plus des professionnels, enfin des combattants professionnels. Ils combattaient pas pour vivre. C'était plutôt des enseignants ou des professeurs. Après, on sait comment ça finit. Il y en a un qui finit avec le nez éclaté sur scène. Ouais. Et puis le jiu-jitsu. En fait, là où le jiu-jitsu fera une très bonne carrière au final, ce sera dans la police. Oui, effectivement. Tout simplement. Alors là aussi, je comprenais pas pourquoi le jiu-jitsu a réussi autant dans le domaine de l'interpellation. Et en fait, je pense plus ou moins comprendre maintenant. Il y a un contexte déjà à l'époque. À la fin du 19e, il y a un problème avec la police, c'est que les gens se plaignent que les interpellations sont un peu trop musclées. Oui, alors, revenons là-dessus. C'est-à-dire que il faut expliquer pour le grand public que déjà, de nos jours, parfois les interpellations sont un peu musclées. À l'époque, l'intégrité physique de l'interpellé n'entre pas en compte. C'est-à-dire on peut lui éclater la tête, il n'y a aucun problème. Si vous refusez de vous rendre de suite, c'est la meilleure chose pour finir avec la mâchoire arrachée. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, comme le jiu-jitsu faisait sa propagande sur le fait de mettre au sol et de maîtriser quelqu'un sans effort, on peut comprendre que cette conceptualisation ait influencé les cercles policiers. Et effectivement, quand on regarde mieux les techniques et qu'on les aborde dans un contexte d'intervention à plusieurs sur un individu pour le plaquer au sol et le maintenir au sol en lui faisant mal, mais sans le détruire. Ouais, le jiu-jitsu c'est bien pour ça. En boxe française, il faudrait le mettre KO pour le mettre au sol en vérité. Ah ben c'est simple, hein. Même dans les arts martiaux français, ça s'arrête quand il ne veut plus ou quand il ne peut plus. Oui, c'est quand il crie « je me rends, à moi ». Il met à genoux, c'est bon, t'as gagné, ou alors c'est qu'il est tendu par terre et que c'est fini, quoi. Dans la vision française, il n'y a pas cette notion de rituel de domination par la douleur pour dire ça y est, je suis plus fort. C'est du jeu, et donc on cherche à ne surtout pas faire mal et à dominer par la technique, mais à ne surtout pas faire mal, notamment la lutte française, c'est le but. Soit on est dans une vision de destruction pure et dure, et là on rentre dans le jeu de la savate et de la lutte parisienne, par exemple, où là le but c'est vraiment tout ce qui peut faire mal doit être utilisé. Après, il y avait aussi une culture, un peu comme dans les duels, de l'arrêt des hostilités au premier sang. Ça a été mis en place parce que c'était un carnage. Ça c'est une loi de survie en fait de l'élite, quoi. Arrêtez de vous entretuer. Ouais, il faut mettre des règlements, sinon ça risque de dégénérer, quoi. C'est normal. Dans la grande armée, il y a un moment, ils avaient fait passer une loi de suppression du sabre ou des épées pour la troupe, quoi, parce que si les gars ils avaient pas des Russes ou des Autrichiens à se mettre sous la dent, ils se battaient entre eux. Donc, effectivement, si la lutte s'arrête au premier sang, ça présuppose que certains enchaînements ne sont pas permis aussi, niveau technique. Parce que si tu mets un gros coup de pied dans une mâchoire, tu vas pas poursuivre l'action en mettant derrière un deuxième coup ou... Alors, par rapport à la boxe, à l'époque, comme c'est considéré comme une escrime des pieds, on applique les principes de l'escrime du fleuret à la boxe. C'est-à-dire que on fait des assauts à la touche. Et là, c'est totalement incompréhensible aujourd'hui dans le monde sportif, les assauts à la touche, si on ne prend pas en compte la chaussure de l'époque. Et en fait, tout tourne autour de ça, en fait. Pareil comme ce qu'on appelle l'assaut à outrance. Donc l'assaut à outrance, c'est ce que faisaient les Anglais avec la boxe anglaise. C'est-à-dire que même quand on a touché 1 ou 2 fois, 3 fois, on n'arrête pas. On continue jusqu'à destruction de l'adversaire. Ça, c'est assez mal perçu en France. On considère que l'assaut à la touche vaut mieux parce qu'il n'y a pas cette notion d'encaisser les coups. Parce qu'on encaisse. En fait, il faut partir de la base. On n'encaisse pas un coup d'épée, on n'encaisse pas un coup de fleuret dans le torse, quoi. On s'est aperçu après quelques années que l'acier ça tue. Du coup, oui, en fait ce qu'il faut expliquer pour les gens, ce que tu essaies d'expliquer, je comprends très bien, c'est que la même philosophie s'applique comme les arts martiaux français enseignent à la fois les armes et les méthodes à main nue.
la même philosophie s'applique, la même philosophie du combat. Donc, exactement, c'est-à-dire que quand vous prenez un coup de pied dans le tibia avec une chaussure qui a la semelle en cuir bouilli, alors aujourd'hui on connaît peu le cuir bouilli, c'est normal parce qu'il y a du plastique partout, mais le cuir bouilli c'est un matériau qui est très solide et quand il est taillé en angle vif, le moindre coup peut devenir sanglant naturellement. Ça t'éclate le tibia, quoi. Oui, la peau se déchire à l'impact et l'os il charge. Et du coup, on considère que la touche est bonne parce que en vrai, si on n'avait pas eu des chaussons, mais si on avait eu des chaussures de ville, des chaussures de ville, la personne qui a pris le coup, à moins d'avoir une forme de stoïcisme ultra développé, une acceptation de la douleur qui est au-delà de la normale, voilà, on hurle de douleur, littéralement. Et donc ça a une véritable conséquence sur le développement même de la technique de la boxe française ou de l'art martial français. Totalement, et puis la technique d'attaque, mais aussi la défense. On n'est pas dans une logique d'accepter le coup. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on sait qu'on va être touché dans un assaut, on le sait, mais on le refuse toujours, c'est-à-dire qu'on va toujours tenter soit d'esquiver, soit de parer. Ouais, ça explique aussi pourquoi, même de nos jours, on n'utilise pas les blocages type boxe thaïlandaise. Tu sais que les Thaïlandais, ils bloquent avec le tibia les coups de pied qui viennent, même jusqu'aux côtes flottantes, quoi. Ils peuvent bloquer avec le tibia en levant la jambe. Ouais. Et en boxe française, ça n'existe pas. Alors en boxe sportive, c'est interdit. Et à l'époque, quand vous avez des chaussures, toujours pareil, on ramène à la chaussure, quand on ramène à la chaussure dure, le tibia devient une cible. Mais quand on est pieds nus, qu'est-ce qui est le plus dur en dessous du genou? Qu'est-ce qui est le plus dur? Les orteils, la cheville ou le tibia? Ouais, plutôt le tibia. Après, il y a le talon, on peut toujours mettre des coups de talon. Ça s'appelle le talon, mais là, ça demande encore une technicité qui est supérieure. Mais avec la chaussure, il y a aussi la talonnette. Et la talonnette, elle est cloutée. Donc là aussi, ça engendre aussi Donc c'est pour ça que le terme de chausson est vraiment lié fortement à cette pratique. C'est parce que en fait, chausson, savate... Le chausson, c'est l'équivalent... On va faire un gros parallèle. Le chausson, c'est l'équivalent du fleuret pour l'escrime. Ok, je vois. Le chausson, il est fait pour apprendre. Ouais, donc c'est une méthode qui est, comment dire, qui est un niveau en dessous en termes d'intensité de l'impact. Exactement. C'est-à-dire que le chausson a été développé justement pour pas se faire mal. Et c'est là où la pratique de la savate sportive actuelle, il y a un problème, on n'est pas loin de la dissonance cognitive. C'est qu'elle propose des combats des combats pour faire mal, avec des chaussons qui sont faits pour ne pas faire mal. Ouais. Dans la logique, les combats de savate sportive devraient se faire avec des chaussures de ville. Puisque la vraie finalité de la savate, c'est son nom, et la savate, c'est une chaussure de ville, de guerre. C'est pas une pantoufle. Et c'est là où c'est le problème de la sportivisation, c'est que c'est une espèce de singerie de l'art martial, mais sans en comprendre ni le fond, ni la finalité. Et donc on arrive à des situations... tu connais un peu le béour? Oui, très bien. Le béour, la meilleure explication, c'est comme si les pratiquants de béour en armure d'acier combattaient avec des frites de piscine. On en est là. L'image, elle est là. Je vois. Donc du coup, et c'est obligé, ça amène une transformation de la pratique. La savate sportive d'aujourd'hui ne ressemble quasiment pas plus à ce qui se pratiquait dans les années 20. Tout simplement parce que un chausson, ça te fait pas mal, moins mal, ça fait beaucoup moins mal. On peut accepter beaucoup plus souvent de se faire taper avec un chausson qu'avec une chaussure de guerre. Et du coup, on va avoir les techniques de savate sportive qui vont se rapprocher du kickboxing. Pourquoi? Parce que du genou jusqu'au pied, si le chausson est mou, qu'est-ce qui reste le plus dur? Le tibia. Le tibia. Ouais. Et donc on va avoir les techniques où la zone de frappe de la jambe va se rapprocher du tibia. On va avoir le coup de pied, donc tu as le coup de pied, et puis on va se rapprocher un peu à la base du tibia. Et après on a les coups, ce qu'on appelle armés. Là aussi, les armés ne sont plus compris aujourd'hui. Et les enseignants, les professeurs parlent d'armée, mais ils ne savent pas pourquoi. L'armée ne s'explique plus, et donc on fait des coups balancés, tout simplement parce qu'il faut envoyer le maximum d'énergie cinétique en balançant la cuisse pour qu'il y ait une frappe lourde. Alors que l'ancienne boxe française, ça ne se passe pas pareil. C'est le déploiement du genou qui fait la vitesse. Pourquoi on arme et on détend et on regroupe? Tout simplement pour ne pas se faire attraper la jambe.
Jusqu'à l'époque, avant la savate sportive, on peut attraper les jambes et on peut faire tomber. Mais ça, c'est interdit aujourd'hui. Donc la pratique se modifie elle aussi. On peut laisser traîner les guibolles, on peut faire des coups balancés qui avaient la jambe bien raide et qui se replient jamais, tout simplement parce qu'on n'a pas le risque de se faire attraper la jambe. Alors ça explique aussi une philosophie de la pratique qui est très différente en boxe française par rapport au kickboxing même, ou par rapport au karaté ou aux arts martiaux pied-point. C'est qu'en boxe française, d'après ce que j'ai compris, il y a une primauté de la défense sur l'attaque, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas être touché. Oui, et là aussi, on revient à un principe d'escrime. C'est-à-dire qu'en karaté, bon, pour connaître bien les karatékas, ils peuvent accepter un gros gyakutsuki dans le corps s'ils en mettent un dans la tête au même moment. Ils se disent, bon, il frappe au corps, je frappe à la tête, j'ai gagné. En boxe française, ce genre de logique ne s'applique pas. Il faut absolument éviter d'être touché. Alors ça disparaît avec le temps, plus le temps passe, plus la savate devient une multibox comme les autres. Mais là aussi, on ramène au fondement des choses. Vous êtes dans un contexte périlleux, sur un champ de bataille, avec votre fusil baïonnette. Est-ce que vous acceptez de prendre un coup de baïonnette dans les tripes pour pouvoir toucher la tête ? Jamais de la vie. Et non, c'est votre con. Faut être con. Donc, dans les principes même des arts martiaux français, ce qui prime, c'est la survie. Au-delà de tout, c'est survivre. Pourquoi ? Parce que quand on est mort, on ne sert plus à rien. Donc il faut d'abord survivre. Donc priorité aux pareurs, priorité à la survie, donc à la protection de soi-même. C'est pour ça que j'aime à dire que les arts martiaux français, c'est vraiment c'est une hygiène de vie, une protection de soi-même, parce que on n'accepte jamais d'être touché. On n'accepte jamais d'être touché. Pourquoi ? Parce que dans les origines, être touché, souvent, c'est signifier la mort. Vous faites un duel à l'épée, vous n'allez pas accepter de vous faire transpercer les poumons pour pouvoir toucher vous aussi au cœur. Non, il y a 2 morts. Ça s'appelle un coup fourré. Là, pareil, quand on lit les traités du 19e, et notamment les traités militaires, ils expliquent quand les 2 tireurs se touchent en même temps, et qu'il n'y a pas le principe attaque parade riposte, et donc ils attaquent en même temps et ils s'entretuent de façon virtuelle, eh bien ils sont renvoyés à la leçon, ils n'ont plus le droit de faire assaut. D'accord. Parce que ils enfreignent les principes qui leur permettraient de survivre en combat. Voilà, ça veut dire que, et c'est écrit textuellement, c'est « ils n'ont pas compris ». Ils n'ont pas compris. Ça, c'est intéressant parce que dans d'autres arts martiaux, je parle en particulier du karaté, on a souvent une philosophie jusqu'au boutiste qui est propre aux japonais et qui est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'en fout si on est touché, tant qu'on tue l'autre, ça va. Non, là la philosophie, c'est tout l'inverse. C'est d'abord, je me protège, et si je peux, j'attaque. C'est d'ailleurs une philosophie qui est vraiment prédominante dans la tactique française, la tactique militaire, puisque la tactique française inclut des grandes stratégies de regroupement. C'est-à-dire si on est en terrain où on va être battu, il y a des stratégies de regroupement qui sont propres à la... Bon, qu'on n'utilise plus, apparemment on les a oubliées, mais surtout en 14 on les a oubliées, mais c'est pas très grave, on les connaît. Il y avait une... Là aussi, c'est un autre sujet, on pourra en parler une autre fois, c'est assez compliqué aussi, parce qu'il y a un traumatisme national aussi à combler, du coup, voilà. Ouais. Mais ce que les gens qui voudraient essayer les arts martiaux français, dites-vous que la première chose que vous allez apprendre, c'est à ne pas mourir. Si on devait pousser la philosophie jusqu'au fond, normalement, quand on a une leçon de... Bon, t'enseignes, tu donnes des cours de boxe, donc tu dois connaître des cours de boxe et d'arts martiaux français. Normalement, tu commences par enseigner l'attaque. Et une fois qu'il connaît l'attaque, par exemple, tu commences par enseigner coup de poing du bras avant, coup de poing du bras arrière, etc. Et ensuite, tu lui apprends la défense. Parce que, en termes logiques, il faut qu'il sache comment un coup de poing, dans quelle direction il va, comment on le donne, etc. pour comprendre comment le parer. S'il ne sait pas du tout ce que c'est un coup de poing, il ne peut pas le parer. Mais dans la philosophie des arts martiaux français, normalement, on devrait apprendre la défense d'abord. Alors, c'est induit, en fait. Et ça, je l'ai vu avec les élèves où... Des élèves tout nouveaux qui venaient découvrir, ils avaient appris que le coup de poing direct et la parade du coup de poing direct. Ouais. Mais ce que je disais, quand ils passaient avec les autres élèves qui étaient ou avec moi, les anciens ont le droit d'utiliser des techniques qu'ils connaissent et les nouveaux doivent faire ce qu'ils peuvent. Et bien on s'aperçoit, comme ça, il y a des mouvements de parade que je n'ai pas montrés qui sortent naturellement. Le coup vient sur le côté, paf, il y a le bras qui vient parer. Ou alors faire un geste de recul en utilisant les déplacements, tout ça. Donc déjà, c'est inscrit dans l'idée, que même si on ne connaît pas le geste, les élèves, ils viennent naturellement à cette solution. Et après, il y a la leçon, les leçons qui viennent suivantes, qui les confortent dans cette situation. Oui, qui leur apprend la technique correcte sur le geste qu'ils ont tenté. Voilà. Mais déjà, c'est faire comprendre l'idée que l'objectif principal, c'est de ne pas prendre de coup.
soit on l'esquive, soit on le pare, soit on frappe le premier. Donc c'est un peu sur les 5, c'est ce que Bruce Lee appelle les 5 possibilités face à une attaque. Je sais pas si tu connais un peu les écrits de Bruce Lee ? Très peu, je sais qu'il s'est, voilà, j'aime en fouiller un petit peu, je sais qu'il s'est pas mal inspiré au niveau de ses techniques de jambes de la savate. Oui, beaucoup. Et justement, il théorise 5 possibilités quand il y a une attaque qui arrive. La première, c'est on est touché. C'est la possibilité la plus conne, ça arrive souvent malheureusement. La deuxième, c'est on bloque. Donc c'est le blocage comme tu trouves en boxe anglaise par exemple, où le coup vient vraiment s'écraser sur ta garde. Oui. La troisième, c'est tu dévies le coup. Donc c'est toutes les parades qui chassent le coup et qui le dévient dans un côté ou dans un autre. Donc on a je le prends, je bloque, je dévie. Ensuite on a j'esquive, qui est une excellente solution selon lui d'ailleurs, parce que quand on esquive, on est souvent en bonne position pour riposter. Et on a la dernière solution qu'il trouve être la meilleure, il appelle ça le contre. En gros, c'est intercepter. C'est pas un contre après le temps, c'est un contre dans le temps de l'attaque. Ouais, alors, chez nous, ça s'appelle un coup de temps. Oui, bah c'est un peu comme à l'escrime. D'ailleurs, il théorise certains mouvements du Jeet Kune Do comme l'escrime. Parce que le Jeet Kune Do, son art martial, ça s'appelle la voie du point qui intercepte. Donc littéralement, pour lui, la meilleure solution, c'est d'intercepter l'autre pendant qu'il est dans son action. Et en fait, on trouve beaucoup de situations dans le Jeet Kune Do qui sont des copies conformes de situations de la boxe française. Où tu as une personne en train d'attaquer, de se jeter dans l'attaque, et l'autre personne en train de le contrer avec un mouvement de jambe ou de bras. C'est toi qui l'as dit. Oui, mais bon, lui, il admet que. Qu'on m'accuse pas de faire une vile propagande, tu vois. Non, lui, il admet qu'il a rien inventé, qu'il réutilise ou qu'il remanie un peu ce qui existe déjà. Mais c'est intéressant de voir que donc cette boxe française, qui au début est vraiment un art martial à proprement parler, fortement lié à l'armée et au bataillon de Joinville d'ailleurs, petit à petit se sportivise, alors avec les pertes qu'on connaît, surtout au détour de la Première Guerre mondiale, comme tu l'as rappelé, et puis se transforme en une méthode de combat qui devient ludique, on va dire ça comme ça, alors qu'il était déjà dans ses fondements philosophiques. Il était déjà, le côté ludique est toujours présent, notamment dans les écrits de Charlemont, un livre que je vous conseille. Donc il y a 2 versions, la version de 1877 et la version de 1899, ils sont très bien. Hein. Il y a 3 aspects en gros. Il y a l'aspect entretien physique, loisir et défense. Et l'aspect sport, c'est une option. Est-ce que tu vois, toi, une vraie disparition de l'aspect self-défense autre que dans la communication, dans les affiches, Est-ce qu'il y a une véritable disparition progressive de cet aspect self-défense ? Alors oui et non. En fait, au 19e, on fait tout à la salle d'armes avec le même professeur dans le même club et tout est lié. Parce que quand vous apprenez de la lutte, de la boxe ou de l'escrime à la canne, tout ça, il y a des gestes techniques, il y a des ponts techniques qui renvoient de l'un vers l'autre qui fait que vous progressez dans tous. Ouais. Le malheur de notre époque, c'est un malheur, je pèse mes mots et je revendique, c'est d'avoir séparé, découpé en tranches de salami toutes les pratiques. La fédération de lutte d'un côté, la fédération d'escrime de pointe de l'autre, la fédération de boxe d'un côté, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, elles étaient liées toutes les unes aux autres, philosophiquement et techniquement. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait la fédé de savate ? Elle a fait ce qu'ils savaient faire, ils ont séparé. Donc ils ont séparé les disciplines, donc la savate sportive, la SBF, savate boxe française, purement sportif, dont le but c'est de devenir champion du monde. La savate défense, où le but c'est de la défense, mais là aussi, malheureux, il y a eu des choix techniques, je trouve malheureux, mais c'est comme ça, où ça va pas marcher plus que ça. Alors, rappelle-moi les dates de la savate défense, parce que est-ce que c'est pas un concurrent qui a été plus récemment installé après les arts martiaux japonais ? Oui, c'est arrivé pour faire plus ou moins un contrepoids, mais ils ont jamais trouvé vraiment leur public malheureusement. Mais à côté de ça, ceux qui présentaient pour moi n'étaient pas français. Les techniques que j'y vois, il y a beaucoup d'inspiration de modèles asiatiques, donc pourquoi faire de la savate défense quand on trouve pareil ailleurs ? Ensuite, vous avez la canne défense, le bâton défense, la canne de combat qui porte très mal son nom parce que c'est un jeu et c'est pas un art martial, c'est purement un jeu. Si vous essayez de vous défendre avec la canne de combat, vous êtes mort. C'est clair et net. C'est impossible. C'est un jeu, c'est un véritable jeu. Et donc du coup, ils ont tout séparé. Après, il y avait la savate forme aussi, donc là c'est les méthodes sur 4 faces de Joinville, mais appliquées avec de la musique dans une salle, quoi. Ouais, ça c'est des trucs qu'ils ont fait pour concurrencer des méthodes genre kickboxing en musique. Oui, mais je veux dire, la savate forme, fondamentalement, c'est de la méthode sur 4 faces. Mais ils le font tous, hein. Il y a la boxe anglaise, ils font l'aérobox, ouais. Les body combat, les body je sais pas quoi, là, tout ça là. Mais c'est du Joinville, hein. Les gens font du Joinville, ils le savent pas. Mais bon, c'est comme ça.
Donc du coup, ils ont tous séparé, et sans qu'il y ait de lien vraiment établi entre les uns et les autres, et du coup, chacun meurt dans son coin, en fait, littéralement. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut expliquer pour le grand public, les gens de nos jours, quand ils font du sport, parce que c'est ça, c'est de la pratique sportive, de nos jours c'est du loisir pour la plupart des gens, ils pratiquent un sport et ils acquièrent la technique de ce sport sans la relier à la technique d'autres choses de leur vie, de leur vécu, de leur pratique. Et ça, c'est très différent dans le passé. Dans le passé, les gens avaient encore ces ponts entre la technique sportive et le vécu. Par exemple, je sais qu'il y a des techniques en Wing Chun ou dans les arts martiaux chinois, dans certains arts martiaux chinois, qui relient à la pratique de tous les jours. Par exemple, des mouvements qu'ils font quand ils travaillent la terre, ou quand ils travaillent le blé, ou quand ils travaillent n'importe quels travaux qu'ils font dans les champs ou des travaux d'ouvriers. Des mouvements qui répètent, qui petit à petit sont réutilisés pour la pratique martiale, et on trouve une réutilisation de ces mouvements. Et le problème... J'ai un excellent exemple à te citer pour un modèle français. Ouais. C'est le premier vrai manuel français qui nous est parvenu. Peut-être on en trouvera d'autres plus anciens, mais bon, là, celui-là, c'est le manuel de Saint-Didier sur le maniement de l'épée seule. Avant d'expliquer les techniques, que nous dit Maître Saint-Didier, il nous dit, si vous voulez apprendre à faire de l'épée, faites du jeu de paume. Ce sont les mêmes gestes. Et le jeu de paume, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ancêtre du tennis, radicalement. Ouais. Ce sont les mêmes postures des jambes et les mêmes appuis, avec le coup droit et le revers. Alors à l'époque, ça s'appelle le main droit et le renvers, plus l'estoc, le coup d'estoc, ou du moins le coup de pointe. Mais donc là, on a un lien direct entre un jeu purement ludique, inoffensif, un jeu de raquette. Mais si vous voulez progresser à l'épée, faites du jeu de paume. Voilà. Et alors là, c'est comme si je disais, et je leur ai dit en plus pour m'amuser, je leur ai dit, faites du tennis ou faites du squash et vous apprendrez à tirer à l'épée, quoi. Mais de toute façon, il y a des liens. Moi, je vois des techniques de combat à la baïonnette. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des coups de poing rallongés avec une crosse, quoi. Le coup de poing direct, c'est un coup droit de baïonnette. Et donc pour toi, la séparation en différentes fédérations qui ont chacune leur autonomie et qui ont chacune leur technique, ça a perdu ces liens intrinsèques de la méthode française. C'est un grand malheur. Et ça induit une perte technique. C'est un grand malheur. C'est un grand malheur déjà au niveau de la philosophie, puisque du coup on perd cette philosophie polytechnique française. Vous n'êtes pas un spécialiste, vous n'êtes peut-être pas le meilleur du monde dans ce domaine-là. Par contre, vous vous débrouillez dans tous les domaines. C'est-à-dire que si vous tombez sur un lutteur, vous pourrez le gérer. Si vous tombez sur un boxeur, vous pourrez le gérer. Si vous tombez sur un escrimeur, vous pourrez le gérer. Et la méthode naturelle de Georges Hébert, ça rejoint cette philosophie où il faut savoir courir, marcher, grimper, sauter. Ça ne veut pas dire que vous serez le meilleur sprinter du monde, mais s'il faut courir vite, vous saurez le faire. S'il faut grimper, vous saurez le faire. Un aspect vraiment très polytechnique. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a un aspect économique qui a été le moteur de cette spécialisation, c'est que les fédérations, pour avoir des subventions, elles ont besoin de champions. Si tu es champion de ta région te donne du pognon parce que tu mets en avant ta région. S'il n'y a pas de champion, il n'y a pas de pognon, et donc s'il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de sport. Donc ils sont induits dans cette logique-là. Mon club n'aura jamais de subvention de qui que ce soit, je le sais pertinemment, parce que je ne suis pas dans ce domaine sportif et de résultats. En fait, c'est une forme de capitalisme, tu vois. Ouais. J'ai développé un peu cette pensée plus avant, où il y a ce qu'on appelle le terme efficace. C'est pas efficace, c'est quel est le niveau de rendement d'un club. Pour en revenir à l'histoire de la boxe française et des arts martiaux français, est-ce que historiquement, il y a eu une transformation de la technique avec le processus de sportivisation et de spécialisation ? Ah oui, total. Oui. Alors, sur l'escrime de pointe, c'est flagrant. Déjà, on n'est que sur du coup fourré quasiment. Les gens se jettent sur la lame pour toucher le premier. Donc déjà là, c'est une... C'est antinomique. C'est une transgression totale des principes français. Transgression. Se jeter sur la lame pour pouvoir toucher le premier. Oui, mais s'il touche dans la seconde, ça sert à rien ce que tu fais. Vous êtes morts tous les deux. Là. Et donc, oui, mais comme il y a une priorité à la touche et une priorité au rendement, on oublie les principes martiaux. Le principe martiaux, c'est l'utilité. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est un problème qu'on a aussi en karaté. Tu sais qu'en karaté sportif, qui était aux Jeux Olympiques là en 2020 d'ailleurs et qui ne sera plus apparemment, c'était pareil, c'est à la touche. C'est-à-dire celui qui touche le premier marque le point, et même si l'autre il touche 0,01 seconde après, c'est mort. Donc alors qu'il a touché quoi. S'il faut la première touche, va être moins grave que la riposte dans la foulée. Et alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe après quoi. Et c'est pour ça que
Alors d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en karaté, pour en revenir à ce que tu disais sur la lame, tu vois, en karaté, ils ont une justification à ça. Ça vient d'un proverbe japonais, Isen Itsatsu, un coup pour une vie. C'est-à-dire, on considère que quand on est touché, on est mort. Donc il faut à tout prix toucher le premier, mais du coup, ils en oublient que si l'autre aussi touche juste après, bah t'es mort aussi. Donc ils ont sélectionné dans le proverbe... C'est chez qui que je l'ai lu il y a pas longtemps, je sais dans un article qui est passé, un traité ou un article d'un traité, où il explique que même si vous touchez le premier, l'autre, dans un accès de rage, essaiera de vous détruire dans la foulée. Ouais. Donc en fait, l'idée c'était, c'était le fait qu'il fallait pas simplement toucher, mais il fallait toucher pour tuer et faire en sorte que l'autre ne puisse pas riposter dans la rage. C'est la base de la boxe. C'est-à-dire qu'il faut toucher sans être touché. Ouais. On regroupe et on part. Ouais, tout à fait. En fait, on touche et on revient en garde de suite pour au cas où il se passe quelque chose, quoi. Tu vois, ça, bizarrement, c'est beaucoup plus appliqué en boxe anglaise maintenant. C'est-à-dire qu'en boxe anglaise, tu rentres dans la distance, tu touches et tu ressors tout de suite de la distance. Oui. Tu restes pas dans la distance. Alors que, malheureusement, dans d'autres arts martiaux, c'est pas comme ça, quoi. Non, à mon avis, je pense que c'est plus ou moins pareil pour tout le monde. Même pour le taekwondo, il y a des trucs, le taekwondo olympique, il y a des trucs, wow. Vous êtes sûr de vous, hein? Mais je pense qu'il y a une perte de contact avec la réalité de la pratique en elle-même. Après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je suis très critique ces dernières années avec les gens tu t'en vois quelques-uns des fois passer, quel que soit l'art martial, qui sont très attachés ou trop attachés à la martialité et pas assez au côté sportif. Moi, j'aime bien les deux. C'est-à-dire que si ça éduque les gamins et que ça leur permet d'avoir un loisir qui les forme un peu le corps et l'esprit, ça me va. Après, l'efficacité, je m'en fous un peu, tu vois. Par contre, c'est vrai que si tu présentes ça comme une méthode de self-défense, là, il faut que ce soit efficace si tu as besoin de l'utiliser. Ah, bien sûr, mais il faut être clair dans les mots. Voilà. Il faut être clair dans les mots et dans les explications. Je suis tout à fait d'accord. Et il ne faut pas vendre du rêve. Bon, alors ça, tu n'auras pas beaucoup de monde dans ton club, hein, tu sais comment ça marche. Je sais, mais tu vois, j'ai 16 adhérents et ça me suffit, tu vois. C'est une petite épicerie. Je préfère J'ai eu un club où j'ai eu 100 adhérents avant. Mon ancien club, j'avais 100 élèves. Et ça a été le pire pour moi dans ma carrière de prof. Parce que je pouvais pas travailler, je pouvais pas faire l'artisan sur chaque élève. Ouais. Trop. Tandis que là, j'ai mon petit groupe, je les bichonne, je les embête, je les emmène un petit peu vers leurs limites, tout ça, tranquillement, doucement, je les façonne. Et là, c'est du caviar, c'est du miel. Ok. Alors, une question que je me posais aussi, justement, à propos de l'enseignement. Est-ce que ta pédagogie est influencée par les lectures que tu as ou est-ce que tu trouves que les anciens traités ne doivent plus s'appliquer à la manière d'enseigner de maintenant? Comment tu fais ça? Ma pédagogie a radicalement changé le jour où j'ai ouvert ce premier livre. Celui-là, le jour où j'ai ouvert ce livre, ça a été incroyable. Alors l'orientalisme a toujours été présent en France, mais là c'était détruire vraiment la tradition française pour en prendre une autre, hein, qui était jugée mieux. Et du coup, dans cette destruction, il y a eu la destruction de l'apprentissage en rang, dans le vide, pour apprendre le geste. Et il est apparu ce qu'on appelle la méthode, la pédagogie nouvelle. C'était notamment avec Bob Alix, où il fallait amener l'élève petit à petit, sans le corriger trop au début. Ah oui, ça c'est marrant. Tu sais quoi? J'ai interviewé un prof de judo il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que, parce que ça c'est des directives du comité olympique et sportif et du ministère des sports, et donc ça s'appliquait à tous les sports, et j'ai interviewé un prof de judo il n'y a pas longtemps, qui m'ont dit qu'ils se sont arrachés les cheveux à faire ça, et que quand ils sont revenus à la méthode d'avant, c'était beaucoup mieux. Oui. Ah mais moi c'était flagrant. En 6 mois, ma nouvelle pédagogie, c'est-à-dire l'ancienne, donc en rang, sur 4 faces, où je contrôle tous les élèves en train de travailler dans le vide, parce qu'il n'y a rien de plus dur que de travailler dans le vide au final. Donc si tu arrives dans le vide, tu arrives avec une cible. Et en contrôlant bien, en faisant à l'ancienne en fait, les progrès ont été fulgurants. Mais je ne me suis pas arrêté là, j'ai continué à pousser le concept, j'ai dit mais est-ce qu'on ne peut pas mêler un peu ces deux approches? Et c'est comme ça que j'ai réussi à prendre le meilleur de la méthode actuelle, tout ce qui est par le jeu, les assauts à thème, tout en mêlant avec la rigueur traditionnelle du travail en rang, travail en ligne, où l'élève il est face à lui-même,
Et moi, je contrôle, je passe après chaque élève, je Ouais, corrige. donc tu t'es servi t'as fait ce qu'il fallait, tu t'es servi des acquis de la méthode traditionnelle, tout en la mettant au goût du jour avec des méthodes plus nouvelles, on va dire ça comme ça, qui permettent de faire exactement. des jeux, des choses. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour nous avoir suivis, avoir éclairé un petit peu de tes lumières tous mes questionnements sur la boxe française. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous, et puis je te dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts C'est martiaux. moi. Allez, à Merci beaucoup. plus, ciao.